Les attaquants ont réussi à infecter des équipements réseau. Comment ont-ils obtenu l'accès? Comment ont-ils maintenu cet accès? Comment sont-ils restés indétectés? Pourrions-nous détecter ces implants si nous essayions? Comment pourrions-nous procéder? Et comment se défendre contre ce type d'attaque sophistiquée? Bienvenue dans Nest News Review, épisode 5. Paquet magique et porte dérobée passive? L'une des techniques les plus intéressantes qu'utilisent les attaquants pour maintenir un accès persistant à un réseau cible consiste à déployer un malware qui offre une porte d'entrée et qui écoute une combinaison spécifique ou une clé particulière pour accorder l'accès. Cette porte d'entrée est couramment appelée porte dérobée passive, et cette clé spécifique est appelée paquet magique. Imaginez qu'on revienne 15 ans en arrière et que de nombreuses entreprises de taille moyenne à grande possèdent encore leur propre système téléphonique privé. On appelait alors cela un Private Branch Exchange, ou PBX en abrégé. Imaginez maintenant qu'un attaquant cherche à obtenir un accès plus large au réseau téléphonique d'une entreprise de taille moyenne et qu'il a déterminé, après un premier travail d'enquête, que le PBX est connecté via une liaison série USB à un ordinateur portable d'administration. Il a préparé un simple circuit ou microcontrôleur qu'il a réussi à connecter soit au standard du hall d'accueil, soit à une carte ligne du PBX qui surveille les appels entrants. Lorsqu'il appelle un numéro non répertorié mais rendu public, suivi d'une séquence de chiffres et de touches, par exemple 1 2 3 4 dièse dièse, le relais de son circuit bascule l'appelant sur le trinque de maintenance du PBX, où il a accès à toutes les informations d'appel transitant par le PBX. Mieux encore, le microcontrôleur peut écouter des commandes téléphoniques spécifiques, comme +++ pour entrer en mode AT, et si les touches ou caractères saisis correspondent à ce qu'il attend, il actionne un relais qui relie ce trinque au port série de maintenance du PBX. Si l'ordinateur portable connecté en série est également sur le réseau interne, l'attaquant dispose ainsi d'un moyen persistant et fiable de réintégrer le réseau de l'organisation depuis l'extérieur, simplement en composant un numéro de téléphone et en saisissant une séquence de touches spécifiques. Revenons à aujourd'hui. Au lieu des PBX, les organisations de taille moyenne et grande déploient désormais des équipements réseau en périphérie de leur réseau, à la frontière entre leur réseau interne et Internet. Ces dispositifs peuvent être des pare-feux, des routeurs, des boîtiers de sécurité de messagerie, ou même des passerelles VPN et des dispositifs d'accès à distance. Comme ils sont accessibles depuis Internet, n'importe qui, n'importe où dans le monde, peut tenter de s'y connecter, mais seuls ceux qui disposent des accès corrects y parviennent généralement. Imaginez maintenant que certains de ces équipements ne soient pas mis à jour régulièrement et restent vulnérables pendant des semaines, voire des mois, parfois des années, après la publication d'un correctif par le fournisseur. Ou imaginez que de nouvelles vulnérabilités soient découvertes sur ces appareils, permettant à un attaquant d'y accéder. Que fait-il alors? Que veut-il? L'un des premiers objectifs d'un attaquant est typiquement d'identifier des moyens de conserver un accès à ce réseau. Mais que dire d'exploiter à nouveau la vulnérabilité qui lui a permis l'accès initial? Certes, cela peut fonctionner, mais seulement jusqu'au correctif. À la place, un attaquant peut installer une porte dérobée, un moyen de revenir quand il en a besoin. Imaginez, une porte dérobée accessible depuis Internet. Idéal, non? Mais comment la dissimuler? Si la porte dérobée se trouve sur un serveur web et que les règles du pare-feu sont bien conçues, seul le trafic HTTP ou HTTPS sera autorisé. Pour un boîtier de sécurité de messagerie, seul le trafic SMTP passera. De même, le trafic vers les dispositifs VPN sera limité à TLS et IKE, et pour les équipements réseau gérés par un prestataire, à SSH, etc. L'attaquant ne peut donc pas facilement atteindre ces appareils depuis Internet. Que faire? Y a-t-il l'équivalent de composer un numéro non répertorié suivi de caractères spécifiques pour entrer par une porte dérobée? Depuis la fin des années 1990, défenseurs et intervenants en réponse aux incidents ont observé des exemples de ce type sur des systèmes Unix, puis Linux, sur des équipements réseau comme les routeurs Cisco sous KeyOS et les routeurs Juniper sous JuneOS, une déclinaison de FreeBSD. Les premiers implants utilisaient une technique nommée port knocking. Le malware écoutait une séquence de ports précis à contacter pour ouvrir l'accès. Cela supposait que la cible soit joignable sur ces ports depuis Internet ou que l'attaquant ait accès aux équipements en amont. Quand des règles de pare-feu plus strictes sont devenues la norme, les méthodes des attaquants ont évolué. Un backdoor pouvait alors repérer des indicateurs spécifiques dans l'entête TCP, un autre inspectait le contenu utile des paquets TCP, UDP ou ICMP, ou encore une séquence particulière d'entêtes successifs. Ces paquets sont collectivement nommés paquets magiques. Les drapeaux particuliers dans leurs entêtes ou leurs charges utiles forment la clé qui ouvre l'accès à l'attaquant, souvent de façon à compliquer la détection ou la réponse des défenseurs et intervenants. Vous pouvez trouver plus d'informations sur les backdoors découvertes ces 20 dernières années en cherchant Magic Packet sur Google ou en demandant à GPT une liste d'implants qui les ont exploités.
Passons à ce qui est plus intéressant. Que faire face à ce type d'implant si vous êtes un utilisateur domestique? Si vous êtes un défenseur au sein d'une équipe de sécurité? Si vous êtes CISO? Voyons cela sous différents angles. Que faire pour vos équipements réseau exposés à Internet? En 2012, j'ai publié un billet sur Cisco Blog expliquant comment analyser hors ligne l'intégrité d'une image Cisco iOS. Dans ce billet, je répondais à la question « Comment déterminer, avec un degré de certitude élevé, que le système d'exploitation de vos routeurs est bien celui fourni par le constructeur, sans altération ?» Certains vendeurs proposent un outil d'intégrité autonome ou une commande pour vérifier l'image en cours d'exécution. Mais si le routeur est compromis, cet outil peut masquer toute trace de falsification. Pour faire court, vous pouvez générer un vidage mémoire, core dump, sur le routeur à analyser, l'exporter hors ligne, puis calculer la somme de contrôle cryptographique, hash, du segment.txt du fichier core. Comparez-la avec le hash du segment.txt d'un core dump pris sur un routeur known good dans un environnement contrôlé. Pourquoi le segment.txt? Parce qu'il est en lecture seule et contient les instructions exécutées, qui ne devraient pas différer de l'image d'origine. Cette méthode n'est pas infaillible. Le processus de vidage mémoire pourrait lui-même être compromis et dissimuler des artefacts. Une approche moderne consiste à exploiter la racine de confiance matérielle de la plateforme. Mais revenons à la question, que faire? Si vous êtes un utilisateur domestique et craignez pour l'intégrité de votre routeur domestique, contextualisez d'abord le risque. Ces routeurs peuvent être compromis pour former un Operational Relay Box, ORB, créant une couche d'abstraction pour les attaquants. Dans ce scénario, un groupe se charge de pirater les routeurs résidentiels et offre un service fiable à d'autres attaquants qui n'ont plus qu'à louer cet accès pour leurs propres intrusions. Le résultat, un attaquant peut dissimuler l'origine de son attaque derrière des adresses résidentielles sans gérer lui-même le réseau compromis. Que pouvez-vous faire? Vous dépendez en grande partie de votre fournisseur d'accès. Enquêter sur un appareil fourni par l'ISP exige un accès que l'utilisateur final n'a généralement pas et souvent interdit par la licence utilisateur. Vous pouvez toutefois déployer un petit pare-feu entre le routeur de l'ISP et votre réseau domestique, créant une séparation qui protège vos appareils, ordinateurs, TV, objets connectés. Ubiquiti, Netgate et Sophos, entre autres, vendent des pare-feux compacts pour particuliers. Si ce sujet vous intéresse, demandez à GPT un ensemble de critères pour choisir l'appareil le plus adapté à vos besoins, ainsi qu'un aperçu des connaissances et des tâches requises pour le maintenir. Patch, revue des règles, analyse des journaux, car sans entretien régulier, vous risquez de manquer une attaque ou de devenir vous-même une vulnérabilité. De nombreux tutos vidéo en ligne vous guideront. Si vous êtes intervenant en réponse aux incidents et devez vérifier si les routeurs ou pare-feux de votre organisation ont été compromis, commencez par établir un plan, inventaire des actifs matériels, sélection des équipements à contrôler selon des critères objectifs, liste des fournisseurs, Cisco, Juniper, Fortinet, Ivanti, Barracuda, F5 et version du système d'exploitation. Identifiez les versions vulnérables et les vulnérabilités exploitables, puis voyez si le vendeur offre un outil d'intégrité pour détecter les anomalies. Un bon point de départ pour contacter le support. Si vous souhaitez creuser, adaptez la méthode du blog post à vos équipements. La meilleure pratique reste d'accéder à la mémoire brute du routeur ou pare-feu via un adaptateur JTAG ou UART pour contourner le système d'exploitation. Plusieurs exemples existent en ligne. Si vous êtes CISO, évaluez votre défense en couche. Avez-vous les compétences en interne pour ce type d'analyse? Sinon, repérez des collaborateurs motivés pour se former. Investir dans la formation et les outils fait la différence. Sur le plan technique, centralisez vos configurations de routeurs et pare-feu et mettez en place une journalisation et des alertes sur les modifications. Toute falsification d'image, altération de configuration ou désactivation de vérification d'intégrité doit être détectée. Au-delà, déployez, si possible, une infrastructure de TAPS hors bande pour surveiller le trafic vert et depuis vos actifs critiques. Si votre budget est limité, commencez par des ports SPAN, mirror port, sur vos commutateurs. Calculez bien la capacité pour éviter les pertes de trame et vérifiez que vos commutateurs supportent un usage continu, pas seulement pour le dépannage. Un jour, un SPAN sur un commutateur cœur carrier grade que j'ai configuré a craché après quelques heures, car la limite de session SPAN avait été atteinte, impactant les opérations. Le miroir de trafic n'est qu'un début. Il faut ensuite stocker et analyser ces données. La rétention dépend de vos besoins historiques et les coûts peuvent rapidement grimper. Côté analyse, explorez Corelight, Nozomi, Army ou des solutions open source comme Zik, Arkim et Suricata. Rencontrez plusieurs éditeurs, comprenez leurs offres et choisissez celle qui vous convient. La meilleure approche est un proof of concept. Vous évaluez à la fois les insights et alertes fournis et la capacité de votre équipe à exploiter l'outil en identifiant d'éventuels écarts de ressources ou de compétences à combler en interne. Voilà,
C'était l'épisode 5. Je suis Vafadario Izadigna. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu à le préparer. Nest Radio est une initiative qui utilise une voix générée par IA pour partager des récits et discussions en cybersécurité en version audio et en plusieurs langues. Si vous avez des suggestions de sujets ou des questions à approfondir, écrivez-moi à nest-radio.net. Si vous aimez ce contenu, parlez-en autour de vous. Et rappelez-vous, restez curieux.